Bonjour et bienvenue à notre tribune hebdomadaire Presse Éco. Presse Éco, c'est donc notre tribune hebdomadaire qui permet de revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec nos invités qui font des commentaires, des analyses et donnent des avis. Ce sont des journalistes, des experts, des analystes. Avec eux, nous débattons sur les sujets. Ici, aujourd'hui, nous parlerons de 3 sujets au plan national. Premier sujet, il s'agit donc des décisions de Blaise Compaoré sur la crise au CDP. Nous allons donc en débattre. Et puis, second sujet, il s'agit donc de cette crise au niveau de l'aéroport de Doncin où il était question de grève, mais suspendue. On va donc parler de ce sujet. Et puis, dernier sujet, il s'agit des journées anti-impérialisme avec les activités qu'on a eues au Burkina et puis l'interdiction aussi de la manifestation, la marche notamment qui devait avoir lieu. Et puis en international, c'est l'Éthiopie qui est prix Nobel de la paix 2019 avec son Premier ministre Abiy Ahmed qui est donc le lauréat de ce prix-là en cette année. Alors pour évoquer ce sujet, je suis avec mes invités. Évariste Faustin Concebo, il est président des chroniqueurs médias, président du cercle d'éveil et premier porte-parole du FORAC. Le cercle d'éveil est une association de défense de droits de l'homme. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis Lagui Bama, il est journaliste, rédacteur en chef du Courrier confidentiel, un bimensuel burkinabé. Merci Lagui d'être sur ce plateau. Et puis Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste à la RTV Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur du 20h. Merci Ali d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Joachim Vokuma, il est journaliste, directeur de publication de Casseto.net, qui est un journal qui paraît en ligne. Merci à tous d'être sur ce plateau. On va donc commencer avec ces lettres de Blaise Compaoré. Vokuma, on en a parlé il y a à peine 1 ou 2 semaines sur la crise du CDP. Et puis par la suite, les choses ont évolué. Le président Compaoré, donc fondateur donc, du CDP, qui est encore également président d'honneur, a donc convié les différentes parties, les protagonistes à Abidjan pour en débattre. Et puis finalement, on a vu 3 lettres qui ont circulé. D'abord, une lettre à la direction, une lettre à Léonce Koné, donc, qui est comme chef de file des sanctionnés, et puis une lettre à Mamadi Lamine Kwanda, qui lui aussi la partie en justice. Alors Blaise Compaoré, pour dire, dans le fond, demande qu'on rapporte donc, les décisions liées aux sanctions, notamment donc plus de sanctions, retour donc des sanctionnés dans le parti et des exclus, et puis enfin retrait, en tout cas fin de tout ce qui est contentieux judiciaire. Oui, je pense qu'il était temps que le président Compaoré, qui est le fondateur et le président d'honneur du CDP, s'intéresse un peu plus qu'il le faisait avant à la crise qui secoue le CDP. Effectivement, on a suivi cette semaine le conclave qui a eu lieu là-bas, puisque les 2 camps ont été invités à venir rencontrer le président, mais c'est sur la saisie des contestataires. Ce n'est pas une auto-saisie, même si le président Compaoré aurait pu s'auto-saisir. Là, ce sont les contestataires qui l'ont saisi. Les 2 délégations sont allées, ils ont été reçus séparément. Je s'attendais à une confrontation pour débattre, mais il semble qu'il a été, c'est un débat, c'est 2 monologues. Voilà. Chacun est allé défendre sa position devant le président. Puis, il y a eu ces 3 lettres qui ont été rendues publiques, d'ailleurs, très rapidement. C'est quand même assez curieux que du courrier qui a été envoyé nommément à des gens se retrouve quelques temps après sur les réseaux sociaux, tout. Bon, peut-être que ceux qui les ont diffusés avaient intérêt à le faire. Dans le fond, qu'est-ce qu'il dit le président? Je pense que moi, j'ai titré l'embarras de Blaise Compaoré parce que quand on regarde les deux courriers, il n'a pas tranché. Pour moi, il n'a pas tranché. Quand il écrit au président Edi Kombero, il regrette n'avoir pas été consulté pour les sanctions, sur la nature et le niveau des sanctions. Mais je crois savoir qu'il a été informé des sanctions qui ont été prises. Maintenant, consulté... Informé à quel moment? Avant ou après? Pardon? Informé à quel moment? Parce que quand il regrette, il dit qu'il n'a pas été, avant les sanctions, il a été consulté, c'est ce qu'il dit. Je pense qu'on peut informer des sanctions qu'on va prendre avant de les avoir prises. Je ne sais pas, dans les partis politiques démocratiques, on ne peut pas savoir à l'avance quelle est la sanction qui va être prise. Je ne sais pas comment ça fonctionne au CDP, mais si c'est démocratiquement, le fonctionnement, c'est après que les sanctions aient été prises qu'il peut éventuellement être informé. Donc c'est ce qui a été fait. Maintenant, il demande de rapporter ces sanctions, c'est-à-dire de les annuler. Bon. C'est un congrès qui a pris ces sanctions. Dans les statuts de tous les partis démocratiques,
une décision prise lors d'un congrès ne peut être annulée que par un autre congrès. Donc, si la procédure pour rapporter ces sanctions doit avoir, ces sanctions doivent être rapportées, c'est au terme d'une procédure qui va aboutir à un congrès, lequel va décider. Blaise Compaoré n'a pas dit non plus qu'il faut rapporter ipso facto. Il a dit de rapporter. C'est maintenant peut-être à la direction. J'allais en venir. J'allais en venir. Voilà, j'allais en venir. Et je pense que la direction du CDP ne va pas aller à contre-courant de ce que le fondateur a demandé. Donc, il y a des procédures dans tous les partis démocratiques. Lorsque des sanctions sont prises contre des militants pour faute, parce qu'en l'espèce, c'est parce qu'il y a eu des procès à répétition que les sanctions ont été prises. On en a parlé ici la dernière fois. Les sanctions ne sont que la conséquence des procès intentés. Il y a même une procédure qui est en cours. Il y a même un appel qui a été fait sur la décision du référé. Sans oublier l'autre procédure qui demandait la suspension du bureau exécutif national, du bureau politique, du congrès et le retrait du récipicé. Donc, cette procédure-là est toujours en cours. D'accord. Mais il a été demandé également d'arrêter toutes les procédures, donc on n'en parle plus. Voilà. Non, mais encore faut-il que... Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que, effectivement, si ceux qui ont été sanctionnés procèdent au retrait et à l'arrêt immédiat, comme dit le fondateur, des procédures judiciaires, je pense qu'il n'y aura plus d'obstacle à ce que la direction puisse engager une procédure pour rapporter ces sanctions. Sinon, tel que c'est parti, les sanctions étant la conséquence des procédures, je ne vois pas comment les sanctions peuvent être levées si les procédures ne sont pas levées. Lagui Bama, la justesse des décisions de Blaise Compaoré. Moi, j'ai deux problèmes d'abord. C'est-à-dire que, comme le grand frère le disait tout à l'heure, c'est vrai que vous parlez de procédures à suivre. Il aurait demandé de rapporter, mais il faut que c'est aux responsables du parti de suivre la procédure qu'il faut. Mais déjà, moi, la demande me pose problème. Demander de rapporter, et si au Congrès, la majorité dit qu'on ne rapporte pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça pose le problème de la démocratie dans les partis politiques. Comment un individu peut se mettre quelque part, demander qu'on rapporte des décisions qu'un Congrès a prises? Sur quelle base? Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que c'est le statut de Blaise Compaoré qui est donc président d'honneur et également... Peut-être sous réserve qu'on nous montre les tests, peut-être qui lui donne ces prérogatives-là. Mais moi, j'ai un problème avec ça. Parce que, comme il a dit, des décisions d'un Congrès, il ne sait pas sur quelle base un individu peut se demander à ce qu'on les rapporte. Je ne sais pas. Mais peut-être que si les tests le permettent aussi, c'est autre chose. Mais au-delà de ça, moi, j'ai un autre problème avec cette sortie de Blaise Compaoré. Contrairement au grand frère qui pense que c'était opportun, moi, je pense que Blaise Compaoré a gagné à rester dans son mutisme depuis longtemps. Parce que voilà un monsieur qui est poursuivi par la justice burkinabé. Il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre monsieur. Il n'est pas encore venu répondre à ce mandat-là. Qu'est-ce qu'il a à venir s'ingérer dans un problème interne au Burkina? Même plus burkinabé d'ailleurs. Le CDP, c'est un parti burkinabé. Mais le CDP l'a reconnu lors de son congrès, où il a fait président d'honneur. Tout ça, c'est le problème. Il va falloir tirer au clair. Il va falloir tirer ça au clair. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est poursuivi par la justice, qui refuse de venir répondre à la justice, qui prend une autre nationalité que celle du départ, il se met à s'ingérer dans des problèmes internes à un pays. Moi, je ne sais pas sur quelle base on peut apprécier tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'ingérence à partir du moment où lui-même, il est membre, en tant que membre fondateur, il est encore reconnu par les textes de ce parti? Dans ce cas, ça veut dire qu'il reste toujours burkinabé. Dans ce cas, il revient aussi au Burkina pour répondre à certaines prérogatives aussi qui sont là, qui l'attendent. D'accord. Il y a ça aussi. Juste pour... En fait, le président fondateur est président d'honneur. Oui. Donc, les statuts lui donnent effectivement le droit de s'exprimer sur la vie du parti et puis les décisions qui sont prises. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut annuler une décision qui a été prise au Congrès. Là, en l'espèce, ce qui va se passer, c'est que si les sanctionnés font amende honorable, rentrent dans les rangs, puisqu'il parle aussi d'arrêter, parler de discipline au sein du parti, et qui revient dans les rangs, effectivement, il y aura une procédure certainement qui sera engagée pour lever les sanctions. Mais, comme il a dit Baba, le Congrès va apprécier. Alors, le Congrès peut apprécier en disant, OK, on rapporte, on annule ces décisions, comme on les maintient. Alors, je voudrais, sur la légitimité de Blaise Compaoré à s'ingérer, par exemple, dans les affaires du CDP, d'abord,
on a cru comprendre que les motifs, donc, ce qui a motivé, les arguments qui ont motivé les sanctions, il a été dit que ce non-respect des directives données par le parti, par le fondateur. Alors, donc, ça veut dire que les directives des fondateurs ont valeur de loi au niveau du CDP. Et pourquoi aujourd'hui le fondateur ne pourrait-il pas user de cette prérogative-là pour agir? Non, mais il a agi en demandant à la direction politique du parti, ce sont ces mots qui sont dans sa lettre, la direction politique, de rapporter ses décisions. Ça veut dire qu'il reconnaît que le Congrès, qui est l'instance suprême, est au-dessus de tout. C'est-à-dire c'est l'instance souveraine. Oui, tout à fait. La question, c'est est-ce que Blaise Compaoré n'a pas... Le statut ne lui permet pas donc d'agir. Non, enfin, dans ce cas, on n'est plus en démocratie. Évariste Conservo. Non, ça dépend. Je pense qu'on fait un amalgame. Parce que d'abord, son statut, par rapport donc aux poursuites, je ne vois pas en quoi est-ce que cette situation l'empêche d'être président fondateur et même président d'honneur du CDP, puisque le congrès du CDP s'est tenu au Burkina. C'est le même Burkina qui a lancé les mandats, mais bon, ça n'a pas empêché. Je pense que ce n'est pas lié, puisqu'il n'est même pas jugé, il n'est pas déchu de sa nationalité. Que je sache, il n'est pas déchu de ses droits de citoyen burkinabé. Que je sache donc, juridiquement, ce problème se pose pas. Encore faut-il qu'il donne l'occasion à la justice de statuer sur ça. Bon, vous savez, la oui, justice... je suis d'accord, il n'est pas encore déchu, mais encore qu'il donne l'occasion à la justice de statuer sur ça d'abord. Mais est-ce que ça il lui appartient lui de donner l'occasion à la justice, ou ça appartient à la justice de se donner les moyens d'aller au bout de ces... Mais en ce moment, quand on est un démocrate quand même, un mandat est lancé contre vous, ou bien avant même qu'on en arrive au mandat, on vous demande de venir vous répondre par rapport à une poursuite en justice. Venez répondre. C'est la moindre des choses quand on est démocrate. On ne se cache pas derrière une autre nationalité. Tout dépend devant quelle justice. Tout dépend de ses droits et civiques. Par exemple, on n'a même pas donné l'occasion à la justice de statuer sur ça. C'est ça mon problème. Tout dépend devant quelle justice on est convoqué et devant quelle justice on doit répondre. Si c'est devant la justice où tous les procès sont déjà faits, où il s'agit de vous condamner, ça, je veux bien. Bon, ça, c'est pas le débat. Moi, le débat n'est pas le débat je vais revenir un peu de la justice. Le débat ici, c'est dans le cadre du CDP. Sinon, les décisions de Blaise Compaoré. Il a effectivement les prérogatives en tant que président fondateur parce qu'il est garant de l'unité du parti. Et or, ce qui se passe, c'est un parti qui est déchiré. Et je pense qu'à ce titre même, bon, mais c'est vrai, c'est tout à fait incongru que... On sent qu'il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il regrette de n'avoir pas été consulté. Et bon, c'est vrai que on n'avait pas, sauf que quelqu'un sorte des informations contraires qui disent que avant que, parce que les décisions, il y a un ordre du jour quand on va au Congrès. Et par exemple, la décision, par exemple, le point sur les exclusions, il a fallu qu'il soit inscrit et tout. Peut-être que s'il avait été consulté, ne serait-ce que sur l'ordre du jour, il y aurait peut-être eu débat. C'est ça déjà. Ça montre déjà qu'il y a un problème entre le président fondateur et la direction du parti. Ça, il ne faut pas l'occulter. Ali, bon, sur la justesse et sur la posture de Blaise Compaoré par rapport à... J'ai lu les décisions qui ont amené la direction du CDP à prendre certaines décisions contre un certain nombre de cadres et de militants du parti. Et parmi la panoplie de reproches qu'on faisait à ces choses, c'est écrit en noir et blanc, et pour ceux qui l'ont lu et qui savent lire français, que ces militants-là ne respectaient pas les consignes données par le président d'honneur. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, à partir de cet instant, l'instance qui a pris la décision donnait le pouvoir à Blaise Compaoré d'intervenir dans ce qui se passe. C'est ce que Blaise Compaoré a fait. Il a reçu les deux protagonistes de l'affaire, il les a écoutés, il a demandé à chacun de revoir sa situation afin que l'harmonie revienne dans le parti. Demander à la direction du parti de revoir les sanctions et demander aux autres de surseoir aux poursuites contre le parti. Mais je rappelle que dans les discussions que j'ai eues comme ça avec quelques membres du CDP, les décisions de suspendre les personnes-là, c'est lié au fait qu'ils disent que si on ne les suspend pas, si on ne les dégage pas, on ne les fait pas sortir du parti, ils vont toujours poser plainte contre le parti. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Et tout à l'heure, comme le mot démocratie est sorti, c'est pour ça que je dis, en démocratie, quand les citoyens ne s'entendent pas sur une situation donnée, les citoyens saisissent la justice. Ce n'est pas le nombre de saisines de la justice qui est un problème. À chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec une situation, l'instance chargée de gérer les conflits et tout, en démocratie, c'est la justice. Et je pense que si on refuse aux citoyens de se référer à la justice pour régler un problème, c'est que soi-même, on n'est pas démocrate. Donc, on va faire sortir. Maintenant, je reviens pour dire que la loi burkinabé autorise la binationalité. Blaise Compaoré est burkinabé et ivoirien. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Beaucoup de burkinabés ont cette binationalité.
faut pas qu'on se focalise sur la nationalité. Blaise Compaoré est né à Ouagadougou, il a été président pendant 27 ans, il a même épousé une Ivoiro-Burkinabé. C'est qu'on oublie de dire, Chantal aussi a des attaches au Burkina Faso. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est exclu de notre vie de tous les jours. Voilà. Okay. Quant au truc judiciaire, c'est la justice burkinabé qui lance les affaires. Si elle a les moyens, elle peut aller à Abidjan. Blaise est à Abidjan, il n'est pas ailleurs. On va l'attraper, on revient. Je pense qu'il faut laisser pinailler autour de cette justice. La justice, Blaise Compaoré n'est pas contre le fait de venir répondre à la justice. Et puis, c'est pas l'objet du débat. Merci. Alors, ce que je peux dire simplement, c'est que, tenons compte, lors du dernier congrès, donc je crois que le 7e congrès du CDP, il y a eu une résolution qui a été prise qui donne donc le pouvoir à Blaise Compaoré d'interférer et de prendre des décisions ou auquel cas, quand il y a des problèmes, de même convoquer des congrès. Donc ça, c'est quelque chose qui lui donne de droit une possibilité d'agir. Alors oui, Bama. Oui, pour répondre à ce qu'Ali vient de dire, je suis d'accord qu'on peut avoir même 10 nationalités si on veut. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a avec Blaise Compaoré, c'est parce qu'il allait prendre une autre nationalité qu'on ne peut pas l'extrader au Burkina. C'est ça qui me pose problème. Je ne lui donnais pas son pouvoir d'aller prendre autant de nationalités qu'il veut, mais le fait qu'il soit allé prendre une autre nationalité qui empêche qu'il vienne au Burkina pour répondre à la convocation de la justice burkinabé, c'est ça qui me pose problème. À ce titre-là, je trouve que s'il n'est pas capable de venir répondre à la justice burkinabé, qu'il reste là où il est parti là et laisse le Burkina gérer ses affaires à l'interne. D'accord. Voilà mon problème. Mais alors on va rester avec Bama. Voilà. Non. Il faut dire on ne va pas dériver le débat sur la... Qui n'a pas l'autorité, l'opposition de dire à qui choisit sa femme. Chacun choisit sa femme. Roch a choisi une Togolaise, personne ne s'en plaît. Ali, ce n'est pas personne ne s'en plaît. Si demain, moi, je vais choisir une Tchadienne, je la choisis. Non, j'ai jamais dit ça. Merci. Je ne demande pas le point de vue. Le fait, il faut l'assumer. Oui, mais il le fait, il faut l'assumer. Il a le problème. Il ne veut pas assumer. Si vous avez la possibilité d'aller le prendre, vous allez le prendre. Mais il est burkinabé, Bama. Il est burkinabé comme toi. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi tu te parles de cette situation. Bama. Alors, on reste avec toi, Bama. Mais allez-y le chercher. Je passe à une autre question. Il ne se cache pas. Bama, je passe à une autre question avec toi. Tu réponds à la seconde question. Est-ce que après tout ça, est-ce qu'il y a une reprise en main du parti par le fondateur Blaise Compaoré? Est-ce qu'on peut dire politiquement que Blaise Compaoré reprend en main le parti quand il mène des décisions comme ça, il ramène tout le monde à un même niveau et il organise le parti? Bama, non, mais c'est à eux d'apprécier en interne là-bas. Si leur test le permet, c'est à eux d'apprécier. Mais moi, je dis que par rapport à ce qu'il y a comme précédent, il faut qu'on puisse évacuer ce président avant de pouvoir aller... On est tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, la question, c'est de dire si en interne là-bas, le fait que quelqu'un qui soit à l'extérieur, qui a renoncé à même un certain nombre de ses devoirs en tant que burkinabé, et revient pour leur donner des ordres comme ça, s'ils peuvent l'accepter, c'est en interne là-bas, ça les regarde. Mais moi, en tant qu'appréciateur de l'extérieur, je dis ce que je pense de ça. Tout à fait. Voilà. La question, c'était de dire, est-ce qu'en analyse politique, est-ce que Blaise Compaoré, par rapport à cette position-là, est-ce qu'il y a une reprise en main du parti? Parce que le parti avait une direction, il était fondateur, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une reprise en main parce qu'il remet tous les acteurs, tous les camarades? Je ne sais pas, quand vous dites reprise en main, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, dans les courriers qui ont été publiés, il félicite même la direction du parti d'avoir su insuffler un nouveau dynamisme au président du parti, d'avoir insufflé un dynamisme depuis son retour à la tête du parti. C'est dans le courrier. Donc, dans le courrier, je ne vois pas une remise en cause la direction du parti. Quand on parle de remise de prise en main, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Blaise Compaoré convie les protagonistes, il prend propose des décisions qui sont quand même des décisions assez fortes, qui vont en compte même des décisions des instances. Mais dans le sens de dire, il faut donc apaiser la situation, il faut réorganiser le parti, et il propose même de convier à une autre concertation plus élargie plus tard. Est-ce que ça, ce n'est pas une activité qui lui permet de reprendre en main le parti? Non, il n'a pas décidé. Reprise en main qui n'est pas remise en cause, bien sûr. Non, il n'a pas décidé de rapporter les décisions, les sanctions. Il demande, c'est dans son courrier, il demande à la direction politique de rapporter les sanctions qui ont été prises. Il ne décide pas d'annuler. Non, il ne peut pas les annuler. Parce qu'il n'est pas au-dessus du Congrès. Oui, ça c'est compris. Attendez, j'ai fini autre chose. J'ai fini. On a compris que Blaise Compaoré a proposé aux différents groupes, à Mamadi Lamine Kouanda, d'annuler les poursuites, à la direction de rapporter les décisions.
et aux sanctionnés de revenir dans les rangs. Ce sont des propositions, mais qui ont valeur quand même, parce que c'est quand même le fondateur du parti qui a été le recours. Voilà la question. C'est des propositions de bon sens. Merci. Alors, non, mais je termine. Oui, c'est pas aussi simple que ça. C'est des propositions de bon sens et c'est à la direction d'apprécier cette proposition-là. Et je pense que quand même, compte tenu de la place de Blaise Compaoré dans le parti, de ce qu'il a été, et la direction du parti ne peut pas fermer les yeux sur cette proposition-là. D'accord. Okay. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est à condition, évidemment, que ceux qui est en justice en permanence cessent, comme le président l'a dit. À ce moment-là, il n'y a pas de raison de ne pas engager une procédure pour réintégrer ces gens et que ces gars aussi se mettent dans la discipline. Je finis. Mais pour ceux qui ont démissionné du CDP, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont toujours au CDP et qui soutiennent la candidature de Kadri Désiré Ouedraogo, on fait comment? Ils reviennent au CDP, ils cessent de le soutenir. Merci. Ça, c'est des questions qui restent ouvertes. D'abord, je crois qu'on fait une confusion par rapport à la demande de rapporter les décisions. Le rapportage concerne, à mon avis, les suspendus. Ce n'est pas les exclus, parce que les exclus, le parallélisme des formes veut que ce soit un congrès qui décide. Et vous savez, Blaise Compaoré, quand même, il est entouré. Hein. C'est un monsieur, quand même, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il savait prendre les bonnes personnes qu'il fallait à côté de lui. Maintenant, je pense que ça, parce que les exclus, ça, c'est la prérogative du bureau. Et ça, ils peuvent le rapporter. Je pense que c'est ça. Mais maintenant, sa sortie suivit un moment vraiment très, très crucial de la vie du parti. Et c'est les prérogatives aussi qui lui permettent, parce qu'ils ont lu les prérogatives du président pendant le congrès. C'était lui. Il a ces pouvoirs-là d'intervenir. Maintenant, il a intervenu, mais moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il a foulé aux pieds les pieds, parce que le rapportage des décisions ne concerne pas les exclus, parce que les exclus, c'est le Congrès qui a exclu les gens. Et c'est certainement que s'il y a d'autres procédures, il avisera. Mais les cas des suspendus, ça relève du bureau politique national. Et je pense. Mais maintenant, c'est vrai que les échanges ont eu lieu à Abidjan. Les gens sont revenus, mais jusqu'à ce qu'on le communiqué officiel que nous avons vu, quand même, ça dément ceux qui disaient quand même que le CDP, c'est un parti d'action où le président, parce qu'apparemment il n'a pas pu faire passer ce qu'il aurait souhaité. Donc quand même, ça veut dire quand même quelque part, il y a quand même eu, c'est un parti qui fonctionne quand même démocratiquement. Merci. Ali, vous voulez ajouter quelque chose sur ça, une reprise en main du parti? Mais bien sûr, Blaise n'a jamais perdu la main dans la direction du CDP. Quand vous regardez, tous ceux qui parlent, toutes les tendances, tout le monde se réclame de Blaise Compaoré. On regardait les photos, tout le monde va à Abidjan, tout le monde fait une photo au perron de sa résidence et tout le monde fait. Je rappelle qu'au dernier meeting qui a eu lieu dans un arrondissement de Ouagadougou, Edi Komboigo a dit aux militants qui étaient là qu'il était en contact permanent avec Blaise Compaoré. Moi, je cause avec certains gars très proches de lui qui me disent « Mais Ali Compaoré, tu sais, Blaise Edi a ses entrées dans le bureau auprès de Blaise Compaoré. » Donc, ce n'est pas une reprise en main chez lui. Il voit seulement qu'il y a des guéguerres à l'intérieur de son parti. Il convoque les protagonistes, il leur donne des instructions, des dérives. Il sait très bien qu'il y a certaines décisions qui sont prises par le Congrès et que c'est le Congrès qui doit les prendre. Il donne seulement les orientations. Maintenant, c'est au parti, ou à la direction du parti qui revient, qui prend les procédures pour lever les sanctions. Il demande aussi à ceux qui posent les plaintes de dire arrêtez les plaintes pour qu'il y ait l'unité du parti pour aller vers les élections. Donc Blaise Compaoré a montré une fois de plus que c'est un grand monsieur qui ne voit. Quand vous lisez son papier, il n'y a rien de belliqueux envers qui que ce soit. Au contraire, c'est un papier bien mesuré. Et comme Consembo dit, il a montré une fois de plus qu'il est un grand président et qu'autour de lui, il est bien conseillé. Voilà ce qu'il a fait. Merci Ali. On va terminer sur cette question très rapidement, liée à l'avenir politique aujourd'hui du CDP. Quel est l'avenir politique du CDP? Voyez-vous, est-ce que est-ce que toutes ces décisions, ces orientations de Blaise Compaoré seront exécutées à la lettre ou non? Est-ce qu'on peut assister à une rébellion de la direction du parti? Bon, moi je pense que ça dépendra aussi de la grandeur d'âme de ceux qui ont été sanctionnés. Est-ce qu'ils vont accepter de faire amende honorable? Est-ce qu'ils vont accepter de reconnaître qu'effectivement ils ont eu tort d'être en justice? Voilà, ça c'est. Je pense que le départ c'est ça. Et s'il rapporte, par exemple, si Mamadou Kwanda, qui est la partie plaignante, retire ses plaintes, c'est qu'il aura compris qu'il ne devait pas le faire. Oui, mais il n'y a pas que lui seul, il y a d'autres. Voilà. Moi, je pense que s'ils sont dans une logique positive de construction,
effectivement, dans tous les partis qui existent, quand quelqu'un a été sanctionné, que tu reconnais ta faute, tu demandes pardon honorable, il n'y a pas de raison de ne pas les accepter. Je pense que la direction ne trouvera pas de prétexte, en tout cas, il n'y aura pas de prétexte pour la direction de ne pas les reprendre, de ne pas les réintégrer dans le parti pour qu'ils retrouvent encore... Ouais, mais justement, quand Voukouma, tu dis que si les gens font amende honorable, etc., ça suppose qu'il y a d'abord un processus préalable où des gens vont faire leur contrition, acte de contrition, alors que le fondateur semble avoir demandé à la direction de rapporter. Il faut rapporter pour que les gens reviennent dans les rangs. Comment on peut pour des exclus ou des suspendus qui ont décidé de partir, comment on peut entendre contrition de... Ça, c'est une lecture possible qu'on peut faire du courrier, comme on peut faire une autre lecture qui consiste à dire, voilà, effectivement, la procédure peut être lancée, mais quand les gens vont faire leur amende honorable, et à ce moment-là, retirer les plaintes, à ce moment-là, la procédure peut être lancée pour lever les sanctions qui ont été prises contre les... Quand on voit des personnalités comme Léonce Koné, ça me fait rigoler, quoi. Bon, donc, en clair, ce qui est sûr, il y a quand même une fracture, il y a un dilemme. Le fait même que le président fondateur, lui, regrette n'avoir pas été associé à la nature des sanctions, ça veut dire qu'il y a quand même une fracture qui est là. Et même si, pour le moment, c'est sûr, on ne remet pas en cause le leadership du président Kombouego en tant que président donc, du CDP. Et quand il va venir l'heure du choix de la question de la candidature, le problème va revenir. Donc ce qui est sûr, le CDP, c'est un parti et qui va imploser de l'intérieur. Ça, c'est clair. Bama, est-ce que la crise est tout simplement rééchelonnée? Ou est-ce qu'il faut dire qu'après l'intervention de Blaise Compaoré, en qui chacune des parties se réfère comme étant l'idole ou étant la personne morale par qui tout se passe, est-ce que tout va finir aujourd'hui, le CDP va repartir sur les bons pieds? Attendons de voir. Parce que là, ça revient à la question que tu posais tantôt, à savoir s'il reprend la main ou pas. Tout dépendra de la suite qui sera réservée à ces demandes-là. On va voir si les gens vont faire ce qu'il a demandé. Dans ce cas, il aurait... Alors, mais selon toi, d'accord, on va voir, le temps va faire son temps. Mais est-ce que selon toi, tu penses qu'aujourd'hui, en analyste, est-ce que la direction politique va accepter d'acter cela ou va tout simplement se rebeller? Non, mais je ne peux pas rentrer dans le cas des gens. Mais je suppose que si les gens veulent être rigoureux avec eux-mêmes, si les gens veulent rester logiques dans ce qu'ils ont commencé, on ne doit pas se tenir compte de ce que Blaise Compaoré demande. Un congrès a décidé, on doit suivre ce que le congrès a décidé. Ce n'est pas un individu qui vient pour vous imposer. Maintenant, ce que j'ai dit tantôt, ça dépendra de eux-mêmes, leurs us et coutumes en interne dans leur pays, dans leur parti là-bas. Voilà. Si ils peuvent s'accommoder de ce genre de pratiques, ils vont s'en accommoder et puis continuer. Mais moi, je pense que si on est vraiment rigoureux avec soi-même, avec les tests d'un parti qui est sérieux, on ne doit pas pouvoir se permettre ce genre de moi, je pense que tout à l'heure, Voukouma disait que ça dépendra de ceux qui ont été suffisamment. Moi, je pense que dans la situation actuelle, il n'y a pas ceux qui ont fait des fautes et ceux qui n'ont pas fait des fautes. Partout, on peut reprocher aux gens un certain nombre de choses. Ceux qui ont été exclus, ils ont été exclus suite à des plaintes posées en justice. Peut-on sanctionner quelqu'un qui allait poser plainte en justice? Demain, moi, Ali Compaoré, j'ai des soucis avec l'État burkinabé. Je pose 2, 3, 4 plaintes contre l'État burkinabé. On me déchoit de ma nationalité. Ça n'a rien à voir avec militer dans un parti politique. Je viens, mais c'est appartenir à un pays. Non. Oui, mais appartenir à un pays aussi, comme militer dans un parti politique, il y a des règles d'État. Oui. Voilà. Quelqu'un qui va en justice, dans un État démocratique, quelqu'un qui va en justice n'est pas quelqu'un de condamnable. Non, voilà. Le président Compaoré même demande aux gens de régler les questions en interne. Non, oui, mais on discute les questions en interne. Mais quand on n'arrive pas à trouver des solutions en interne, on s'adresse à la justice. Comment quelqu'un qui va en justice, on dit qu'il faut le sanctionner, il faut le faire sortir, sinon demain il va aller en justice. Moi, je trouve ça incongru. C'est ça qui me pose problème. Ce n'est pas les sanctions en tant que telles. Mais c'est les motivations des sanctions qui me posent problème. Merci. Alors, l'avenir du CDP. L'avenir du CDP. Est-ce que tout va s'arranger? Non, on ne peut pas, à partir de maintenant, dire ce qui va se passer au CDP. Ce qui est certain, il y a des décisions qui ont été prises par Blaise Compaoré, qui a proposé des décisions. Comment organiser un congrès pour remettre les exclus? Il y a ceux qui sont partis. L'avenir du CDP va se jouer par rapport à tout ce qu'on dit. Parce que par rapport à ce que Blaise Compaoré a dit, il dit qu'il a 2 choix, à mon avis. Il peut se rebeller, mais s'il se rebelle contre les décisions prises, il se tire une balle dans la tête parce que toute sa communication
tout le temps qu'il a pris le pouvoir, il a toujours dit... Il a pris la tête du parti, la tête du parti, il a toujours dit que lui, il a l'onction du président Blaise Compaoré et lui, il travaille pour le président Blaise Compaoré. C'est ce qu'il a toujours dit. Donc, s'il se rebelle contre son père, il se met une balle dans la tête. Maintenant, s'il ne se rebelle pas contre son père, il fait amende honorable lui aussi. Il convoque un congrès, il réhabilite les gens, il demande aux autres, le congrès vous a réhabilité, arrêtez vos trucs. Voilà, c'est tout. Il réorganise son parti. Ou bien, il y a une autre troisième voie qui s'oppose, qui se présente à lui aussi. Il peut sortir puis créer son parti politique. Il a les moyens de le faire. On verra. Merci Ali Compaoré. On continue. Dans tous les cas, cette émission est interactive. Donc les téléspectateurs peuvent déjà appeler pour s'inscrire. Puis on les rappellera par la suite dans le deuxième temps de l'émission pour prendre leurs interventions. Et puis on continue donc sur ce plateau. Deuxième sujet, il s'agit cette fois-ci de la question de l'aéroport de Doncin. C'est un projet de privatisation, on va dire comme ça, que l'État a essayé au moins par trois reprises, en 1997, 2014, et puis aujourd'hui la question revient, mais on a vu que ce sont plutôt le collectif des syndicats de l'aéronautique civile qui avait lancé un mouvement donc de grève de 48 heures, les 11 et le 12 octobre, mais un mouvement qui a été donc suspendu, on va dire comme ça, suite à l'intervention du chef du gouvernement. Alors la question qui se pose, c'est vraiment, le fond du problème, c'est que les syndicats estiment qu'il y a un bradage du patrimoine national. Oui, Baba. Ok. Si ce que le syndicat dit en tout cas dans ses sorties est avéré, c'est que la situation est suffisamment grave. Parce que, pour ce que moi j'ai pu entendre, c'est qu'on veut concéder la gestion de l'aéroport à un privé français, selon des termes, en tout cas les termes de cette convention de concession-là, sont tels qu'on ne peut pas l'admettre. Moi, je ne suis pas dedans, c'est les syndicats qui parlent. Et c'est ce qu'ils disent. Si c'est vraiment ça la réalité, c'est que moi, je pense qu'il y a lieu, en tout cas, de s'inquiéter pour cet aéroport-là, et pour le Burkina même par-delà. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un privé vienne prendre un aéroport à gérer et il pose des conditions telles que, au-delà d'un rayon de 400 km, un autre aéroport ne doit pas exister. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça se privé à devenir imposer au Burkina sa façon en tout cas, implémenter son économie au niveau national. Ça veut dire qu'on tue l'aéroport de Bobo et il n'y a que l'aéroport de Doncin seul pour lui, sur ses intérêts. Comment on peut comprendre ça? Donc, à ce titre-là, si tout ça c'est vrai, c'est que les syndicats sont vraiment fondés à mener ce bras de fer-là. Et il ne faut pas qu'ils coupent les Chines, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que si le gouvernement accepte ça, ça veut dire que c'est le pays même qu'on brade à des gens qui sont sans foi ni loi. Alors, on va revenir sur quelques aspects peut-être de ce contrat-là. C'est ce que les syndicalistes ont révélé. On n'a pas vu la réaction du gouvernement, donc on considère que ce sont des éléments crédibles. Alors, il est dit que le Meridian Marseille, donc, qui est le concessionnaire à venir, va gérer tout l'espace aérien burkinabé pendant un contrat de 30 ans. Et reconductible. Cette société, la Meridian Marseille, donc, devient l'actionnaire majoritaire avec 65% des parts d'action pour un investissement de 60 milliards contre 300 milliards pour l'État burkinabé qui s'en sort avec moins de 10%. Et puis, également, la société donc, récupère toutes les taxes et autres recettes aéroportières et est totalement libre de la gestion financière ainsi que celle des ressources humaines. Ali. Bon, j'ai lu ça également, puis j'étais un peu ahuri, mais moi, je n'en veux pas à la société française. Ce sont des hommes d'affaires. Ils arrivent dans un pays, ils proposent des choses. Ils ne sont pas venus parce que le Burkina Faso leur plaît. Ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent exploiter l'aéroport de Ouagadougou, tout l'espace aérien du Burkina. Ils font des propositions. Ceux qui sont en cause ici, c'est ceux qui acceptent ou bien qui vont accepter ce deal-là. S'ils le font, ce sont des gens qui bradent le pays et ce n'est pas acceptable. Voilà. Moi, je n'ai rien contre la société française qui fait ces propositions. J'ai un problème avec les autorités qui vont accepter ce genre de deal. C'est un deal mafieux, il faut le dire. Et ça montre une fois, comme je l'avais déjà dit ici, que c'est une espèce d'oligarchie qui gouverne ce pays. Des hommes politiques de bas niveau, accompagnés des hommes d'affaires véreux, crapuleux, qui, à chaque fois qu'ils signent un contrat, c'est au détriment de l'État burkinabé, c'est au détriment des Burkinabés. Et c'est eux qui, à chaque fois quand on parle de quelque chose, qui lancent des trucs de patriotisme, de justice, de démocratie, des choses, alors que dans les faits de tous les jours,
ce qu'ils font, c'est grave. Donc pour moi, je n'ai aucun reproche à faire aux Français. Ce sont des hommes d'affaires, ils sont venus pour faire de l'argent. S'ils doivent avoir 65% des parts, alors qu'ils ont dépensé 10 milliards, par exemple, et que l'État burkinabé donne 300 milliards, et que les gens acceptent cela, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce sont des gens qui n'ont rien à voir, qui s'en fichent des Burkinabés, de la souffrance des compatriotes, et qui veulent, peut-être que même dans les 65% de la part des Français, là, peut-être même, je n'ai pas la preuve, mais peut-être eux-mêmes, ils ont des parts dedans, donc ils se partagent le territoire national comme des rapaces qui se répaissent sur des charbons. Mais les syndicats, d'accord. Moi, avec mon frère, on se rejoint. D'accord. Les syndicats, on va toujours se rejoindre, mon frère. Les syndicats ont suspendu leur... on va toujours se rejoindre, cher frère. Les syndicats ont suspendu le préavis. Ils disent que ce n'est pas levé. Ils ont suspendu en attendant que le gouvernement, on ne sait pas d'abord les accords qu'ils ont eu, les engagements qui ont été pris, mais que le gouvernement revienne. Mais ce qui est sûr, un des problèmes fondamentaux qui a créé la crise, c'était que les syndicats soient dans la commission aujourd'hui qui a été créée pour tout mettre en œuvre ce contrat-là. Je profite pour dire que dans le même contrat, il y a une disposition qui semble dire qu'il est imposé que pendant 30 ans, l'aéroport international de Dossin sera l'unique aéroport de notre pays. Évariste. Je dois réagir sur quoi? Parce que moi, contrairement à ma formation, je ne peux pas réagir sur le sujet aussi avec une fibre soi-disant patriotique de griffe. Quand on me dit, par exemple, le cas de l'aéroport de Bobo, savez-vous que l'exploitation de l'aéroport de Bobo est déficitaire et que c'est supporté par l'exploitation de Ouaga? Moi, si je suis un homme d'affaires, je veux pas. C'est pas le rôle d'un homme d'affaires de subventionner des structures à perte. Ça, c'est ce qu'il faut le dire. Ça, je le dis de façon froide, mais c'est comme ça. La réalité. Maintenant, c'est vrai. On a vu les débats, les syndicats sont sortis. Il faut faire attention aussi dans ce jeu-là, parce que chacun défend son beefsteak. Hein. Parce que c'est vrai, il y a des structures nationales, l'ANAC, la DAN, la météo, la régie, qui sont gérées par les taxes. Les gens sont rémunérés sur les taxes qu'on perçoit. Bon, toujours est-il qu'eux aussi, c'est des parties prenantes. Je suis d'accord que pour un projet aussi d'envergure nationale, la gestion de ce projet se fasse de façon en intégrant tout le monde, toutes les parties. Je suis d'accord. Mais maintenant, par rapport au contenu, il y a matière à dire, on peut regarder. Par exemple, quel est le rôle du partenaire, quel est le rôle de l'État? Le partenaire doit construire les bâtiments et les équipements. Vous savez très bien que les équipements actuels de l'aéroport de Ouagadougou datent de l'époque de Air Afrique. Donc, c'est carrément obsolète. Moi, je veux bien. L'État a aussi son rôle à faire. Mais maintenant, c'est un projet d'abord qui date de 97, il faut le dire. 97 à maintenant, je ne sais pas combien d'années ça fait. Bon, le Burkina, ce n'est pas la destination mondiale touristique. Hein. Donc, quand on regarde les statistiques, en termes de fréquentation, quand on me dit oui, la concession, c'est sur l'étendue du territoire, mais est-ce que vous avez les statistiques de fréquentation d'arrivée en termes de passagers? Mais justement, quand on regarde, tout ça qu'il faut mettre sur l'aire qui a été définie, donc les 300, il y a Bobo, c'est à peu près 370, 75 km. Alors, on parle de 400 km en dehors de cet espace-là. Il faut des aéroports, mais en dehors de cet espace. Est-ce qu'on ne tue pas automatiquement Bobo, qui est quand même... Mais actuellement, on vous dit que Bobo est déficitaire. Et vous savez bien que la réglementation ne permet pas... Est-ce que Air France ne va pas à Bobo? Royal Air Maroc ne va pas à Bobo? Non, Bobo, en fait, c'est les nationaux qui doivent aller là-bas. Qu'est-ce qui les empêche d'y aller? Visiblement parce que ce n'est pas rentable, sinon ils y seraient allés. Hein. Donc en fait, il y a aussi des questions de rentabilité, de logique économique qu'il y a derrière. Bon, maintenant, c'est vrai, je disais que le Burkina, ce n'est pas la destination mondialement prisée pour que les gens viennent. La preuve, c'est que le projet, il est là depuis 1997. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et le contexte sécuritaire est là. Et les gens, c'est pas si avant qu'il n'y avait pas de problèmes de sécurité, les gens ne venaient pas beaucoup. C'est pas maintenant qu'il y a des problèmes de sécurité que les gens vont affluer. Donc, tous ces éléments-là, il faut les mettre en parallèle pour analyser. Mais je veux bien que ça soit un projet qui soit discuté d'accord, parti, qu'on intègre les gens pour qu'ils comprennent. D'accord. Juste pour revenir sur la fréquentation touristique. C'est vrai, la fréquentation a commencé à baisser drastiquement à partir de 2011, avec les événements, les mutineries. Sinon, le Burkina n'était pas loin d'atteindre les 500 000 arrivées
ce qui nous conférait le statut de destination touristique. On n'était pas loin. Vous avez les chiffres? Si, j'ai les chiffres, on n'était pas loin. Parce que j'ai quand même, pendant plusieurs années, j'ai quand même couvert les activités du salon du tourisme. Et j'ai bien vu les chiffres et effectivement les arrivées qui étaient de plus en plus croissantes selon... Alors, mais est-ce que le fait qu'aujourd'hui l'affluence, ou pour des questions qu'on connaît, est-ce que cela peut induire qu'on fasse un contrat où le Burkina visiblement s'en sort pas, étant donné que l'aéronautique, et les syndicats l'ont dit, l'aéronautique fait partie aussi des secteurs, je n'allais pas dire priorité, mais des secteurs de souveraineté. Effectivement, c'est cette approche-là qu'il faut, moi je pense qu'il faut lire ce problème à partir de cette approche-là. Est-ce qu'on en fait un secteur stratégique prioritaire pour nous, oui ou non? Je rappelle que ce projet avait été carrément abandonné sous la transition. De privatisation de l'aéroport, abandonné sous la transition. Puis le dossier est revenu. Et ce qui fait l'objet de la bagarre, c'est la gestion de l'aéroport. C'est la gestion de l'aéroport. Dans plusieurs pays, l'aéroport est géré par des structures privées. Soit à Sydney, à Paris, à New York, c'est des structures privées qui gèrent. Maintenant, quelle est la place du Burkina, de l'État, dans la gestion justement de l'aéroport? Quand les syndicats disent que le contrat qui est prévu interdit de construire un aéroport dans un périmètre de 400 km, effectivement, c'est de facto tuer l'aéroport de Bobo. Mais qui est déjà mort. Non, c'est pas mort. Mais si on considère que c'est un secteur stratégique, on continue de fonctionner avec le système de péréquation qui permet de pensionner de l'argent généré à Ouaga pour soutenir les autres aéroports, parce que ça fait vivre aussi les régions. Je termine. Lorsque les rails ont été privatisés et que Bolloré a pris la gestion, il y a des gares qui ont été supprimées. Pourtant, il y avait une vie économique et sociale dans ces gares. C'est des choix, Non, justement, c'est ce que j'ai dit au départ. Est-ce que c'est un choix politique souverain qu'on fait en laissant la totalité ou la majeure partie, en tout cas la majorité de la gestion là, privée ou pas, ou bien on rentre dedans en se disant nous sommes un pays qui a besoin d'attirer encore des investisseurs, des touristes. Donc c'est un secteur qu'on va contrôler d'une certaine manière en restant au moins, même si c'est 51% majoritaire, de façon à ce que le privé, le partenaire privé ne puisse pas faire de n'importe quoi en termes d'emploi, en termes de recrutement, en termes de formation et en termes même de sécurité du pays. Voilà, ça c'est un choix. Ça c'est des choix fondamentaux. Et je pense que ce débat-là, doit permettre à l'opinion effectivement de poser clairement ce débat-là, parce que jusqu'à présent c'est resté un peu restreint dans un milieu restreint. Donc il faut que l'opinion s'exprime clairement sur ce sujet-là. C'est devenu un débat national. Moi, ce qui me gêne toujours dans ce genre de posture, c'est que oui, on vous met en avant les avantages et tout, souveraineté et tout, mais de l'autre côté, on vous dit qu'on n'a pas les moyens pour faire ça. En revanche, on a les moyens pour faire autre chose moins utile. Pour festoyer ici, on va mobiliser les fêtes. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous décidez que c'est une question de souveraineté... Non, si on décide... À partir du moment où l'État burkinabé décide d'amener ça sur la table de la privatisation, c'est que l'État burkinabé a décidé que ce n'est pas prioritaire. C'est tout. Alors, mais je rappelle que les 3 tentatives, ou les 2 dernières tentatives, en 1997, les syndicats avaient réussi à amener... L'État a fait une étude de faisabilité qui a révélé effectivement que les syndicats avaient pour des problèmes réels. Donc, finalement, le projet a été gelé. En 2014, c'était une étude de faisabilité qui a amené la transition également à ne pas faire avancer le projet. Aujourd'hui, ça revient avec le pouvoir en place. Est-ce que ça voudrait dire que l'État veut absolument le faire et que les syndicats qui refusent de le faire, on va dire, finiront par ne pas pouvoir empêcher que cela se fasse? On va suivre tous ensemble comment ça va se comporter entre les deux parties. Maintenant, ce que moi je dis, c'est que je suis d'accord avec Ali quand il dit qu'on ne peut pas en vouloir aux Français. Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps aussi, c'est vrai, il peut venir avec ce qu'eux, ils ont comme ambition, mais c'est à nos autorités aussi de pouvoir imposer ce que nous on a comme intérêt qui peut nous faire avancer. Et à ce titre-là, moi je dis que l'aéroport de Bobo ne peut pas disparaître. Et si dans leur agenda, il faut faire disparaître l'aéroport de Bobo, ça ne peut pas disparaître. Et l'argument que le grand frère Concebo avance, moi je pense que ça ne peut pas tenir ici parce que, à ce que je sache,
l'aéroport de Bobo n'est pas tombé comme ça sans étude de faisabilité. Il y a une étude qui a été faite, qui a montré qu'il pouvait être rentable. Et aujourd'hui, si on veut l'annuler, on doit pouvoir démontrer que ce aéroport n'est pas rentable. Et pourquoi il n'est pas rentable? C'est la réalité qui montre qu'il n'est pas rentable. C'est les chiffres. Pourquoi? L'exploitation n'est pas rentable. Est-ce que les bases sur lesquelles on est sur la réalité, là, on n'est pas sur le rêve. N'étaient pas des bases solides. C'est ça aussi. Je vous dis. Parce qu'il ne faut pas aussi créer des conditions. Il faut pas créer des conditions pour rendre un aéroport non rentable et profiter de ça aussi pour liquider ça. C'est ça aussi la réalité. Parce que c'est ça aussi la réalité. Moi, je ne connais pas ces éléments. Voilà, mais c'est pourquoi je dis, pour un secteur aussi stratégique comme le grand frère et chose de Boukman l'a dit, c'est une question de stratégie nationale. C'est un secteur quand même très stratégique. On ne peut pas se permettre ça. Parce que même pour le pays, comment on peut imaginer un seul instant le Burkina sans l'aéroport de Bobo, pour même nos autorités. Bobo, quand même, si on veut quitter Ouaga pour aller rapidement à Bobo pour une situation très urgente, on n'a pas d'aéroport là-bas, on fait quoi? C'est ça aussi. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment faire prévaloir les intérêts nationaux au lieu de se laisser embarquer par les Français qui sont là, comme Ali l'a dit. Alors, est-ce que là aussi, c'est un autre versant de la question. Est-ce que 30 ans après, on ne gagnerait pas en infrastructure, en aéroport? Est-ce que le concessionnaire ne va pas venir avec peut-être vraiment un développement du secteur aéronautique pour que les 30 ans plus tard, on ait vraiment un secteur plus florissant? Est-ce qu'on va rester toujours là dans cette option? Loukman, ce que tu dis, c'est bien. Mais tout le monde sait qu'une maison, quel que soit après 30 ans, a besoin de se rafraîchir. Pourquoi ils disent dans les clauses 30 ans renouvelables? Ce n'est pas des imbéciles, les gars qui viennent négocier. Ils savent qu'après 30 ans, l'aéroport va connaître un certain nombre, va être dépassé un certain nombre de points, la technologie évolue. Donc ils vont dire, bon, mais après 30 ans, ça a évolué, on va mettre ceci, on va mettre cela. Donc, on vous demande 100 ans encore sur ça. Je vais seulement dire, ils ont donné des exemples ici des aéroports gérés par des privés. Mais quels sont ces privés-là? Quels sont ces privés? Si notre privé n'a pas les moyens de gérer l'aéroport, soit ça peut arriver que notre privé n'a pas la capacité financière pour le faire, n'a pas les hommes pour le faire, ça peut arriver. Je ne connais pas la réalité du privé burkinabé, surtout que je la vois toujours pleurnicher chaque fois à Bobo Dioulasso, l'État doit nous faire ça, doit nous faire ça. Ce sont des gens qui sont braqués sur la commande publique. On ne peut pas espérer grand-chose de ces gars-là sur un aéroport de telle envergure. Ce que moi je demande tout simplement, c'est à l'État burkinabé de mettre en place un mécanisme pour avoir un bon aéroport à Ouagadougou, un aéroport aussi viable à Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays. Je rappelle que lorsqu'il a été question de Donsa, il y a eu des débats. Il y a des gens qui ont dit qu'il faut mettre l'aéroport à Bobo Dioulasso, ça va développer la ville de Bobo Dioulasso, et puis on va créer des vols intérieurs, soit par l'avion, des vols intérieurs par avion, par car. Il y a des compagnies aériennes bien qui desservent Ouagadougou et Bobo. Les gens pourraient descendre à Bobo et puis prendre le car ou des petits avions chartés pour une. Donc les gens ont lancé pêle-mêle ces gens dessus. Quand vous allez au Maroc, l'aéroport de Mohamed V n'est pas à Rabat, c'est à Casablanca. Mais ça ne fait pas de trucs. Donc, toutes ces options, il faut étudier tout ça pour voir. Il ne faut pas se donner la première chose au premier venu parce qu'on veut avoir des bilans physiques pour dire on a fait ceci, on a fait ça. Oui, les bilans physiques la question c'est ça aussi. Mais il faut en tenir compte aussi du pays pour demain. Parce qu'il faut endetter le pays. Est-ce que dans le cadre j'allais même dire de la mondialisation, aujourd'hui, du développement aujourd'hui au plan international, est-ce que le Burkina n'est pas trop frileux, un peu trop frileux sur sa souveraineté? Est-ce que 30 ans après, on ne gagnerait pas à avoir un aéroport qui réponde vraiment des normes, qui est vraiment très, très développé, comme ailleurs on le voit? Moi, je vous ai toujours dit que j'ai des problèmes avec les Africains. Est-ce qu'on n'a pas plus peur? Mon problème avec les Africains, c'est ça. Vous allez en Chine, par exemple, il y a des secteurs. Par exemple, les mines dont les gens se regorgent ici à longueur de journée. L'investissement étranger ne peut pas s'opérer en Chine, c'est interdit. Oui. L'éducation ne concerne pas l'investissement étranger. Mais ça veut dire que c'est des pays qui se donnent les moyens et qui identifient leur souveraineté. Mais ici, les Africains, ils identifient, ils disent oui, c'est la souveraineté, mais ils ne mettent pas les moyens. Vous voulez qu'on fasse quoi dans ça? C'est ça le problème qu'on a avec les Africains. Merci. On va continuer le débat avec les téléspectateurs qui vont certainement aussi appeler. Alors, on termine au plan national avec notre dernier sujet, mais on a un VTR pour nous rafraîchir un peu la mémoire sur le sujet concernant les journées anti-impérialistes. On va voir cette manifestation de l'ODJ. Camarade? Est-ce qu'il peut, camarade? Non, non et non. L'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ, toujours déterminée à faire barrage à l'impérialisme. Malgré l'annulation de sa marche jugée illégale par la mairie de Ouagadougou,
Les militants de cette organisation se sont retrouvés à la Bourse du Travail pour dire non aux dominations extérieures qui, pour eux, entravent le développement du Burkina Faso. 60 ans après, que vous prenez le plan économique, politique, culturel, militaire, nous sommes toujours sous domination et sous la supervision de la France. Rien ne peut être entrepris, rien ne peut être réalisé sans l'accord et sans le soutien de la France. Et ce sont ces accords-là qui permettent la domination des États sur toutes ces formes que nous dénonçons. Selon l'ODJ, l'insécurité à laquelle sont confrontés certains pays de la sous-région ouest-africaine est l'œuvre des armées occidentales basées en Afrique. Le terrorisme tel que nous le vivons aujourd'hui est un pur produit des politiques impérialistes. Les groupes terroristes qui pullulent dans notre sous-région sont nés des guerres impérialistes menées en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003, en Libye en 2011 et la déstabilisation du Mali par le MNLA soutenu par la France. Toutes ces guerres sont l'œuvre des mêmes puissances impérialistes, à savoir la France, les États-Unis, etc., attirés par les ressources des pays attaqués. Pour Gabin Korbego et ses camarades, la fin du terrorisme en Afrique exige le départ des troupes françaises et américaines du continent. Tout est dit, camarades. Les masques sont tombés et il nous appartient de nous mobiliser et de nous battre pour exiger le départ des bases militaires étrangères de nos pays. Ces bases militaires sont la perpétuation des politiques impérialistes de domination et de soumission de nos peuples. L'idée est partagée par ce jeune révolutionnaire français qui pense que son pays n'a pas d'amis mais seulement des intérêts. Aujourd'hui, la France est un pays impérialiste en déclin qui se retrouve à avoir une concurrence féroce des autres impérialismes. Pour ça, elle est prête à tout. Tous les coups qui lui seront permis pour réussir à regagner et à récupérer des positions. Donc, que ce soit vendu directement, indirectement, la France est en partie responsable des armes utilisées et des morts dans la population africaine dans la bande sahélo-sahélienne. Ce meeting s'inscrit dans le cadre des journées anti-impérialistes organisées par l'Organisation démocratique de la jeunesse. Il a connu la participation de plusieurs organisations venues du Niger, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Il a été également l'occasion pour l'ODJ de collecter des fonds pour soutenir les déplacés internes. Alors, Évariste Concedo, est-ce que c'est pas, quand on regarde tout ça dans la réalité, on en parlait déjà, est-ce que c'est pas comme si on prêchait dans le désert quelque part? C'est lié à ce qu'on a dit. Notamment, on venait de parler dans le cadre d'un contrat de délégation de service public où les intérêts ne sont pas pris comme il faut. Maintenant, on vient d'accuser Non, c'est vrai. Quand on regarde ça, on est un peu ému. Bon, maintenant, je me réjouis à l'international encore des anti-impérialistes, parce que c'est même coloré. Il y a même des Français qui viennent maintenant pour nous défendre. Toujours eu, hein. Bon, ok. Donc, mais en fait, bon, sérieusement parlant, moi, je trouve qu'une organisation comme ça, en fait, il joue un rôle de contre-pouvoir utile. On en a vraiment besoin. Parce que c'est vrai que parfois, nos dirigeants, quand ils vont signer les contrats, ils ont parfois, je peux dire, une arme sur le temps. Voilà. Et parfois, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, à ce moment-là, c'est des structures de ce genre peuvent aider. Parce que, en fait, être dans la posture de toujours dénoncer ça, être dans une vision angélique de la gouvernance mondiale. Chacun vient pour ses intérêts. Personne ne va venir vous aider. Hein. Alors, Bama, quand on regarde un peu le discours qui est donné, c'est peut-être un discours qui est vrai, mais en même temps, est-ce qu'on ne perd pas de vue peut-être celui sur qui il faut tirer? Est-ce qu'on dit c'est la France, mais et nos États eux-mêmes, nos dirigeants? Non, on n'a pas dit qu'il n'y a que la France. Dans ce discours, on ne dit pas qu'il n'y a que la France qui est la cause de cette situation. On dénonce aussi ce que nous avons comme tas en interne, mais on ne perd pas de vue que la France aussi occupe une place très, très, très prépondérante dans cette situation. Et ça, faut jamais, moi, je ne suis jamais d'accord avec ceux qui vont nous dire non, chaque fois, la France. On dénonce aussi ce qui se passe en interne, mais on ne perd pas de vue ce qui se passe aussi du côté de la France. Parce que ça, moi, je trouve que c'est le plus... je veux dire, c'est la menace la plus nocive même pour nos situations. Parce que quand on regarde ce que la France fait en sous-main dans nos États, c'est très grave. Depuis la guerre de Biafra, avec l'affaire Elf, on a vu comment la France peut aller armer des rébellions
pour déstabiliser un régime juste pour ses intérêts. Et ça continue qu'aujourd'hui. Ça change de forme, mais ça continue qu'aujourd'hui. Et la France, on ne peut pas perdre de vue son rôle négatif qu'elle joue dans nos États, jusqu'à aujourd'hui, et qui tend à se sophistiquer au fur et à mesure que les années avancent. Elle sophistique son intervention, son impérialisme, et ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. Voilà. D'accord, mais la question c'est de dire, est-ce que finalement on n'accuse pas plus la France qu'on accuse nous-mêmes nos propres dirigeants, parce que la France n'est jamais présente dans un gouvernement, n'est jamais présente dans une armée, n'est jamais présente dans une rébellion, mais on dit que c'est la France. Et ceux qui sont ça, c'est les une acteurs vision, moi j'allais dire trop manichéenne aussi, parce qu'elle n'est pas présente physiquement, mais elle est présente d'une façon ou d'une autre. D'accord. Tout le monde sait que dans nos élections en Afrique, on sait quel rôle la France joue pour avoir, en Côte d'Ivoire par exemple, Alassane Ouattara. On a su comment on a tout fait pour déboulonner Laurent Gbagbo parce qu'il n'était pas pro-français, pour le positionner là. Aujourd'hui, il est là juste pour les intérêts de la France. Tout le monde le voit aujourd'hui. Voté par des Ivoiriens, non? Justement. Pardon? Alors, il a été voté par des Ivoiriens, non? Mais justement, mais comment? Est-ce qu'il a été voté même? Ça reste à prouver. Est-ce qu'il a été voté par les Ivoiriens? Il a été voté, proclamé par la CEI. Alors, qu'est-ce qu'on va dire face à tout ça? Est-ce que finalement, ce sont les Africains qui font beaucoup de récriminations, ou est-ce qu'on est vraiment incapable d'avoir une responsabilité vis-à-vis de la France? Écoutez, il y a un Français qui était là-bas qui a dit clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est le Français qui parle. Il dit que la France est un pays impérialiste en déclin qui se bat pour se trouver des parts de marché, soit par, comme lui disent, sous la table ou bien par conflit. Maintenant, pour moi, quand je regarde cette histoire, je trouve quand même que les Africains reviennent toujours sur des anciens débats. Ça ne veut pas dire que le problème qu'ils ont posé est un problème faux. Le problème est exact. Mais il faudra aussi que les Africains s'organisent sérieusement pour faire face à ce genre de trucs. Vous savez, les pays, ça n'a pas été dit maintenant, hein, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Même quand on voit au Burkina Faso, ici, l'ODJ, moi, c'est une organisation qui me plaît bien. Ils sont d'obédience marxiste-léniniste. Moi aussi, j'ai une culture marxiste-léniniste dans ce cas. Je comprends. Je dis j'ai une culture. Voilà. Donc, je comprends ce qu'ils disent. Mais quand je regarde aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, il faudra que les Africains eux-mêmes puissent s'asseoir tranquillement et puis gérer leurs problèmes de façon sérieuse. Quand à chaque fois, il y a un petit souci, ici on court, on va à Paris pour trouver les solutions. On a vu ici notre ministre de la Défense se plaignant de l'inefficacité ou bien de l'inaction de la France face aux menaces terroristes. Lui qui est sankariste, ça m'a fait rigoler un peu. Mais ceci étant, c'est pour dire tout simplement que si nous ne voulons pas que les Français interviennent ou quelques nations que ce soit interviennent, il faudra que nous nous organisons parce que on prend l'exemple des Français de choses, mais il ne faut pas oublier, hein, si les Nigériens ont la possibilité de nous annexer demain, ils le feront en vivant leur terrain tranquillos, hein, sans être des Français. Alors, finalement, est-ce qu'on ne passe pas Donc, c'est à chaque pays de s'organiser pour défendre ses intérêts. Et puis, on ne peut pas vivre en vase clos. On vit avec la France aussi a une histoire ici. Donc, il faut bien réfléchir avant de rester toujours dans des vieux discours. Très rapidement. À propos toujours de ce qu'il dit là. Par exemple, sur la question sécuritaire, il y a quelques années de cela, je pense, le colonel Louis-Joanny Yameroua est sorti pour expliquer pourquoi il y a eu un moment donné où le Burkina voulait se doter d'une force aérienne de frappe et que la France a intervenu et que finalement le président Compaoré a laissé faire. Mais là, ce n'est pas la France qui gérait le budget. La décision était dans les mains du Burkina. Sauf qu'il aurait acheter mais sauf que... non, c'est ça en fait, c'est pour dire qu'à certains niveaux, on peut agir. Est-ce que la question, ce n'est pas de dire que ce n'est pas l'impérialisme qui est trop fort, mais ce sont aussi nos États qui sont trop faibles. C'est ça. Bon, je pense que... Une seconde. Ah, mais je ne me suis pas encore exprimé sur le sujet. Mais on n'est plus pas le temps, donc on pourra rattraper avec les intervenants. Non, je pense que ce genre de manifestations sont les bienvenues. Il faut encourager ça, parce que ça ramène un discours assez rafraîchissant qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais il faut poser la question dans une perspective historique. Tout le monde l'a dit. C'est-à-dire, on a connu l'esclavage, la colonisation, et si on n'a pas suffisamment tiré les leçons de toute cette histoire-là pour nous organiser et puis faire face aux autres, bon, il ne faut pas se plaindre que les autres viennent chez nous manger et boire et dormir chez nous. Ça, comme on a un peu pris par le temps, mais ils ont dénoncé la présence des forces militaires, des bases militaires dans nos pays. Mais vous savez que le Burkina, sous Maurice Yameroua, a demandé clairement
aux bases militaires françaises de partir. Et si vous lisez les mémoires du général Lamizana, il raconte comment c'était une bagarre. Ils ont détruit le C'était une bagarre pour que les Français partent. Ils ne voulaient pas partir. Ils ont demandé, non, laissez-nous encore une année. Ils ont dit non. 6 mois, non, il faut partir. Mais avant de partir, à Bobo, ils ont brûlé du matériel qui aurait pu servir à l'État. Ils ont coulé dans le béton. Ils ont déchiré des documents. Ils ont mis beaucoup de choses dans les puits secs pour empêcher que l'État, l'armée burkinabé en construction puisse continuer à en profiter. Donc, ça veut dire qu'ils étaient là, non pas pour notre sécurité en tant que telle, mais aussi, ils avaient leurs intérêts. C'est aussi simple à dire, c'est aussi banal à dire, mais c'est quand même important, lorsque nous devons décider, rencontrer ces puissances étrangères-là et décider. Et je pense que c'est possible si nos dirigeants ont le soutien de la population. C'est-à-dire que s'ils savent que derrière, oui, mais est-ce que d'accord, mais est-ce que les dirigeants, on va aller très rapidement, est-ce que les dirigeants en sont conscients eux aussi et est-ce qu'ils ont la volonté? Non, je pense qu'ils ont conscience de ça. Non, tous ceux qui nous dirigent là, ils ont tous milité, beaucoup ont milité à la FEANF, qui n'était pas... oui, mais quand ils sont devenus chefs de l'État... Oui, non, c'est pas qu'ils ont oublié. Ils ont il y a un chef d'État qui a dit que c'était à la mode à l'époque des militaires à la FEANF. D'accord. Alors, on va continuer, on va terminer. Peut-être qu'on aura l'occasion avec ceux qui vont intervenir là-dessus. Le dernier sujet international, c'est le prix Nobel de la paix qui a été décerné à Abiy Ahmed, donc le premier ministre par ailleurs de l'Éthiopie. Donc, il est très jeune, 43 ans, je crois. Alors, un mot là-dessus, Ali? Bon, je pense que, oui, il faut remercier ce monsieur parce qu'on a vu qu'il a mené de grands efforts pour ramener la paix. Parce que vous voyez, pour des gens comme nous, quand on disait avant Éthiopie, ça renvoyait à un État très malade. Je me souviens qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit chez toi c'est Éthiopie aujourd'hui, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas à manger, c'est la faim. Il y a ce fameux match où on a jeté du pain aux footballeurs éthiopiens sur un terrain de football. Je pense qu'ils prennent là une revanche sur l'histoire, sur leur affaire, sans oublier que quand même avant, l'Éthiopie a connu une période de gloire avec l'empereur Haïlé Sélassié. Donc c'est une grande nation qui sait se ressaisir et puis se relancer, puis se retrouver, puis se construire économiquement, politiquement, et je veux dire socialement, avec la paix. Mais je pense que c'est très bien pour monsieur Ahmed, et puis c'est bien pour l'Afrique, parce que c'est dans un continent africain, on décerne un prix pour la paix. Mais je crois que la paix aussi s'est fait à deux. Je pense qu'on aurait pu associer à ce prix-là le président et le premier ministre Afewerki, c'est ça? On aurait pu associer ce monsieur à ce prix Nobel, comme on en a donné à Mandela et à De Klerk, à d'autres personnes, ça aurait été beaucoup plus. Mais ceci étant, ça n'enlève rien au mérite de M. Ahmed. Bama, est-ce que quand on regarde un peu la personnalité d'Abiy Ahmed, le Premier ministre, et quand on compare avec les prix Nobel de la paix passés, par exemple quand vous prenez Desmond Tutu, Nelson Mandela, etc., vraiment c'était des personnalités, ou Houphouët-Boigny, c'était des personnalités. Est-ce que quand on regarde, il n'y a pas une... Il a créé son prix. Oui, tout à fait. Alors est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dépréciation en fait de ce prix-là même? Non, moi je ne parlerai pas de dépréciation. C'est vrai, le monsieur il est jeune, mais sur l'action qu'il a menée, vaut qu'on lui donne un prix. Ce n'est pas parce qu'il est jeune que, comme on le dit, l'adage le dit si bien, ce n'est pas le nombre d'années qui font la sagesse. Hein. S'il a fait un travail qui vaut qu'on lui donne un prix, même s'il est jeune, il a 43 ans, c'est vrai, on lui donne son prix. Et aussi, ça, moi je pense que ça répond aussi à l'ère du temps, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément... l'âge qui fait le mérite. On a vu des gens vieux, mais en réalité, des jeunes même sont plus méritants que eux. La vieillesse n'incarne plus la sagesse aujourd'hui. Donc à ce niveau, moi je ne parlais pas de dépréciation, je parlais plutôt de révolution dans l'attribution de ce prix Nobel, et c'est à ça lui. D'accord, merci. On va venir à vous, mais on prend le premier téléspectateur. Monsieur Ilboudo Lamoussa, qui appelle de Ouagadougou, qui revient sur la privatisation de l'aéroport de Dansène. Monsieur Ilboudo, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Merci. Je pense que pour moi, la privatisation de l'aéroport de Ouagadougou est une mauvaise chose. Parce que ceux qui sont en train de mener la négociation semblent ne pas peut-être comprendre. Ils n'ont pas pris beaucoup de choses en compte. Parce que, bon, je peux faire sortir une hypothèse comme quoi peut-être que c'est Air France qui va tomber, faire tomber Air Burkina et qui va utiliser un autre truc pour pouvoir arriver maintenant à détruire ce qu'on avait comme flotte aérienne pour pouvoir desservir tout Ouagadougou et tout l'Afrique
juste une thèse pour dire seulement que quand on est en négociation dans ce genre de situation, il ne faut pas être complexé, parce que j'ai toujours eu l'impression que quand nous négocions avec les Blancs, on n'est pas dit, parce que je n'aime pas ce terme, nous sommes complexés. Nous avons tendance à penser qu'ils connaissent mieux que nous, et nous laissons faire aussi facilement. Nous ne prenons même pas des gants ou bien des mesures pour protéger notre propre population. Par exemple, si on vous dit qu'on va construire l'aéroport et puis on va mettre quelques milliards et qu'on va peut-être prendre la souveraineté de votre flotte aérienne pendant 30 ans, même 100 milliards, ça va pas vous servir. Parce qu'on va utiliser tout ce plan-là pour peut-être reprendre ce qu'on a investi et détruire votre espace aérien pour que même si quelqu'un d'autre vient après, il ne puisse pas profiter. Donc je pense que ça nous peut-être, comme le Niger m'a dit, à un niveau plus mature. Quand on négocie, on doit négocier dans... Parce que j'ai suivi la négociation pendant très longtemps et ce qui est ressorti le plus souvent, c'est qu'on a du mal à trouver quelqu'un pour prendre. Donc, moi, que le premier venu vient, s'il fait des propositions, on va encore discuter là-dessus. Je pense que même si on n'a pas quelqu'un pour prendre, c'est une question de souveraineté nationale. Donc, on doit tout faire pour, au moins, pour notre flotte-là, que ça puisse fonctionner normalement. Et puis, imaginez-vous que nous avons un problème interne. Si vous supprimez l'aéroport, les gens vont nous voir parce que le pouvoir est concentré à Ouara, ils ne se tiennent pas compte de nous. Et ça va créer d'autres problèmes encore pour la justice. Donc, je pense que quelque part, à un moment, il faut de la maturité dans notre façon de prendre nos décisions et pour ne pas à tout le temps avoir l'impression qu'on t'aide à tout. D'accord. Parce que c'est quand... Oui, je vous dis. Non, allez-y. Oui, bon, pour finir, oui. Et bon, j'ai entendu M. Ali dire que le secteur privé, bon, il n'a pas confiance. Je dis, bon, je lui donne raison, puisqu'il est issu de fonds publics, il est comme agent de la fonction publique. Je ne sais pas comment dans le privé on souffre tellement. Non, je n'ai pas dit ça, M. Loudou. Donc, je peux comprendre que moi, je n'ai pas dit ça. D'accord. Merci, monsieur Ilboudo, merci pour votre intervention. Il faut aussi peut-être retenir que c'est une relation d'affaires entre un État et des privés. Donc, chacun court après ses intérêts. Monsieur Ilboudo, je n'ai pas dit que je n'ai pas confiance au privé burkinabé. Je respecte beaucoup, j'ai beaucoup d'amis là-bas et je sais qu'ils font des efforts. J'ai seulement dit que c'est un secteur privé burkinabé qui est accroché à la commande publique et que probablement ils n'ont pas les moyens financiers et humains pour reprendre l'aéroport de Ouagadougou. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que je n'ai pas confiance. Merci. Et puis en tant que fonctionnaire, je travaille. Voilà. Merci, Ali. Ne jetez pas l'opprobre aussi sur les fonctionnaires. Je travaille et puis bon, je suis payé à la suure de mon front aussi. Merci. Ali, c'est moins cher par rapport à des gens qui sont au privé. Merci. En fait, il touche du doigt deux problèmes. La capacité financière, la capacité financière et la difficulté de trouver des repreneurs. Il a dit on a souvent du mal à trouver quelqu'un pour reprendre. Voilà. Ça, je vois mon ami Vokoma qui disait qu'on a atteint les 500 000 passagers par an et donc c'était rentable. Donc c'est très compliqué. Donc c'est vrai quoi? C'est vrai que le Burkina n'est pas une destination. Il n'y a pas le cliché plage, cocotier. Hein. Il n'y en a pas. Mais ça justifie qu'on se jette à la mais c'est ce que je vous ai dit. J'ai pris l'exemple de la Chine pour vous dire. En Chine, par exemple, ils ont identifié des secteurs stratégiques, comme les mines. Vous êtes étranger, vous ne pouvez pas investir dans les mines. Ça, c'est des choix. Oui. En ce moment, le pays même se donne les moyens d'investir. Donc, même l'éducation. Donc, ici, si les Burkinabés décident que le secteur de l'aviation ou bien l'aéronautique est stratégique, ben, on va trouver les moyens pour investir. Oui, par rapport à cet argument de dire non, on ne trouve pas de repreneur, moi, il dit que même ça peut être organisé. D'accord. Il ne faut pas qu'on soit dupe dans cette affaire-là. On peut organiser la pénurie pour arriver à donner... Vous savez, les Français ont une longueur d'avance sur nous. Oui, pourquoi l'État, comme en Chine, ils s'entendent avec nos dirigeants ici, ils créent une situation, ça demande ce qu'on propose aux gens et puis les gens ne veulent pas prendre. Oui, pourquoi eux ils prennent? Je voulais ajouter quelque chose. Si on n'a pas de repreneur, pourquoi ils acceptent prendre? Je voulais ajouter quelque chose. Tout à fait organisé de sorte qu'on dise non, il n'y a pas de repreneur et on prend leur donne. On sait comment ça fonctionne dans juste un petit truc. On pourrait aussi nationaliser, non? Juste un petit truc. Quand on voulait tuer Air Afrique, c'est Yves-Laurent Bécard qui est venu. Mais il a été consulté. Si quelqu'un connaît sa nationalité, c'est un Français. Alors, est-ce que quand on n'a pas de repreneur, est-ce que l'État lui-même ne peut pas le reprendre si on tient compte que c'est un secteur stratégique? Alors, deuxième intervenant, M. Woba, qui appelle de Ouaga, sur les décisions de Blaise Compaoré. Alors, M. Woba, bonjour. Oui, bonjour, M. Loukman. Effectivement, j'aimerais intervenir sur la question du CDP. D'accord, allez-y, oui, d'accord, on vous écoute. Effectivement, le CDP ne finira pas d'étonner le monde.
Vous savez, le CDP, c'est une grande force politique. Mais malheureusement, ce parti-là, j'ai l'impression que c'est un parti qui vacille. Monsieur Loukman, dites-moi, il y a quoi de mal aujourd'hui à avoir élu comme président qui va représenter le CDP aux élections prochaines? Je saurais vous dire, hein. Allez-y vous-même, dites pourquoi. Oui, j'en arrive. Et le Congo aujourd'hui, je crois qu'il a relevé le CDP. Il a un courage vraiment inédit. Il est ressorti de prison, il a parvenu quand même à amener le CDP un peu partout dans les coins de Burkina Faso et même au-delà. Mais le problème aujourd'hui du CDP, c'est l'égoïsme de M. Loukman. Ce parti est égoïste. Avant les élections, avant les révolutions de 2014, ce parti-là a montré qu'il n'était pas capable de s'unir autour d'un consensus. Et après les élections, ce parti-là revient encore avec les mêmes manières de faire. Depuis que Elie Kombego veut diriger ce parti-là, il y a une sorte de convulsion autour de lui. Une convulsion d'inquiétude, une convulsion de déchéance de certaines personnes. Et très vite, on parle de place d'honneur du président du Blaise Compaoré. Aussi, on parle de la participation de cadeaux aux élections. C'est pourquoi? Quel est l'objectif? C'est tout simplement pour prendre la place qui peut revenir à Elie Kombego. Pourquoi ne pas faire une union de liens sur monsieur-là? D'accord. Alors, monsieur Ouba, les décisions de Blaise Compaoré, entre autres, c'est de ramener tout le monde dans le parti. Et il a convoqué une prochaine concertation qui va avoir lieu, mais il n'est pas encore question de la candidature du candidat. Oui, je sais, mais aujourd'hui, la décision de Blaise Compaoré, ça rime à quoi? Ça rime au fait qu'il y a des problèmes aussi du CDP. Je pense que c'est un parti qui fonctionne normalement, un parti qui fonctionne à des règles. Les individus qui veulent se lever contre le parti doivent être sanctionnés. D'accord. Et ça, c'est normal. Merci, monsieur Ouba. Pour finir, je dis tout simplement que Elie doit tenir tête à Blaise Compaoré. S'il est courageux, qu'il vienne à Ouagadougou, et ils vont régler les problèmes entre eux. Il ne faut pas exploiter les gens pour les exploiter. Merci. Les arracher en place. Merci, monsieur Ouba. Merci beaucoup, monsieur Loukman. Merci. Oui. Non, c'est le dilemme. Hein. Monsieur Elie se retrouve devant un dilemme. C'est tout. Et lequel dilemme ou alors s'est rébellé ou accepte, ou se rebelle ou il suit les injonctions et puis c'est fini. Enfin, moi, je ne vois pas ça comme des injonctions. Hein. Le président fondateur propose une des pistes pour sortir la crise, pour amener les deux. Est-ce qu'il faut toujours voir que, par exemple, les propositions qui sont faites, les décisions ou l'intervention du fondateur sont en défaveur forcément d'Elie? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut? Non, pas du tout. Moi, au contraire, moi, hier soir, je disais sur les réseaux sociaux des gens qui sont visiblement du camp de Léonce Kony qui jubilaient, mais en fait, je n'ai pas la même lecture. Au contraire, puisque de toute façon, la décision revient à la direction politique. Il a dit, demandez à la direction politique de rapporter. La décision revient à la direction politique. C'est à la direction politique de faire des propositions sur la procédure, sur la manière de rapporter ces décisions-là. Donc, d'une certaine manière, le président reconnaît quand même la légitimité de la direction politique. Il n'y a pas de souci à ce niveau. On va prendre le troisième intervenant, M. Ramdé Innocent, appel de Koudougou, toujours sur les décisions de Blaise Compaoré. Oui, allez-y. Oui, allô? Bonjour, M. Ramdé. Bonjour, monsieur. Voilà, allez-y pour votre intervention très rapidement. Ok, je vous remercie beaucoup parce que le plateau est très, très étoffé. Moi, parlant du CDP, moi, je suis déçu de tous les cadres du CDP. Vraiment, c'est à cette allure-là que vous avez vu qu'en 2014, les élections sont parties. Moi, personnellement, j'aurais aimé que les choses qui étaient chargées les Médigués là, vraiment, ils se mettaient au-dessus du parti pour ramener la paix entre les deux camps. Mais nous, on a vu que les Médigués avaient un parti pris. Vous voyez, maintenant, vous envoyez le collège, même le collège, je ne sais même pas ce qu'il va faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu d'une chose, même si c'est dit à lui-même, il aurait dû laisser pour qu'au moins on donne à M. Cadré, moi je suis pro-Cadré, hein, on donne à M. Cadré la possibilité, nous savons qu'avec lui, nous pouvons faire quelque chose. Malheureusement, bon, vous voyez, là où l'argent est, les gens courent là-bas, mais ce n'est pas la vérité. C'est pas le but de voir la vérité.
Parlant aussi, tout le monde est dit par terme. Il y avait des gens qui sont restés. Ils ont structuré le parti. Nous-mêmes, nous étions là, nous avions peur, mais on était toujours CDP. Mais vraiment, je suis déçu. Alors, mais maintenant oui, d'accord, monsieur Ramdé. Voilà. Maintenant, le président Compaoré est intervenu. Tous les camps ont appelé à ce qu'il intervient. Il est intervenu. Il a décidé de certaines choses. Qu'est-ce que vous pensez rapidement de ça? Non, moi, je crois que ça, le président est venu en retard. Le président est venu en retard. Si je viens en retard que le climat qui se présentait là, il devait intervenir à ce moment. Il n'aurait pas laissé organiser le congrès. Parce que nous-mêmes, on savait que si on organisait le congrès, il allait passer. Le cas d'Idi allait passer. Là, il a intervenu en retard. Maintenant, on prie Dieu, c'est moi. S'il y a des oreilles attendues de part et d'autre, bon, puisqu'ils écoutent, et on va voir la suite. Merci, M. Ramdé. Une réaction? Oui, en fait, il a dit une chose qu'on a débattue ici, que j'ai toujours développée ici. Il dit qu'il ne fallait pas organiser le congrès parce que si le congrès avait lieu, il dit allait passer. Enfin, tout est là. Tout est là. Il y a des gens qui considèrent que même s'il y a eu le congrès, que même si Idi Koumbero a gagné, il n'est pas légitime. C'est tout. J'ai rappelé ici, Mamadi Kouane a dit qu'il est petit pour l'exclure. Badini a dit que le COSIAM n'est pas un lieu de stage. Je veux dire, vous voyez le niveau auquel on a, le regard qu'on a vis-à-vis du président du CDP à ce niveau-là. Bon, et tous ceux qui sont montés contre lui depuis le début le congrès considèrent que voilà, c'est un parvenu, un ouvrier de la 25e heure. Mais j'ai juste un événement que je vais raconter. Je sais que dans les années fin 88-89, je sais qu'il y a une section à Paris, la CR à l'époque, qui devait venir à une manifestation ici de soutien à Blaise Compaoré. À l'époque, les gens ne se bousculaient pas pour soutenir Blaise Compaoré. Dans cette délégation-là, il y avait 3 ou 4 personnes, dont un certain Idi Koumbero. Donc, quand les gens disent que c'est un parvenu de la 25e heure, il y a peut-être des éléments historiques qui ne savent pas. Peut-être qu'il est venu, moi je n'étais pas là, je n'ai pas trop suivi, il a été dans le secteur privé, il a cherché de l'argent, mais ça ne veut pas dire qu'il était complètement déconnecté de la vie politique du pays. Merci. Non, il a bien dit, hein, c'est une lutte interne de clans, entre 2 clans. Et l'intervention, la sortie en fait, du président Donon cette fois-ci arrive tard. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il soit informé avant les décisions, et c'est à ce moment-là qu'on pouvait bloquer. Une fois que c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez? Non, moi, je voulais juste dire quelque chose. Blaise Compaoré lui-même, dans sa situation, était une situation un peu difficile. Quand il intervient, on dit qu'il est dehors et il intervient. Quand il n'intervient pas, bon, les gens s'en plaignent. Quand il intervient, on dit qu'il intervient tard. Je pense que... On va continuer avec notre dernier interlocuteur, M. Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, qui appelle de Ouaga, vous également sur les décisions liées à Blaise Compaoré. Allez-y. Oui, effectivement. Bon, c'est juste pour dire que je suis indigné de savoir que M. Blaise Compaoré, qui a pris une autre autorité pour ne pas répondre à la justice burkinabé, et qui devait avoir un droit de réserve, se mêle sur des questions politiques au Burkina Faso. Et cela, je suis très indigné et ce n'est pas honorable. Mais monsieur Ouedraogo, oui. Droit de réserve imposé par qui, par quoi? Non, par le Burkina, par la poursuite, la procédure ou par la Côte d'Ivoire? Il avait dit au moment, quand il a intervenu pour la première fois sur le terrorisme, il a dit qu'il a coupé son droit de réserve pour intervenir, pour donner sa position par rapport aux acquisitions qu'on lui donnait. Alors donc, il a certainement continué de rompre encore son droit de réserve, peut-être? Bon, mais est-ce que c'est honorable? Ok, d'accord. Moi, je vais continuer ce que je d'accord. Oui. Bon, le deuxième point. Oui. Le deuxième point, c'est sur la sortie de l'ODI. Bon, malheureusement, on va pas aller parce que vous êtes inscrit pour parler des décisions de Blaise Compaoré et on est même pris par le temps. Si on aurait pu vous permettre de le faire. Oui, mais prochainement, on va y revenir. Merci. Moi, je voulais revenir sur un certain nombre de choses. Les hommes politiques sont habitués à des pics qui se lancent. Et les pics, ça fait partie de la parole politique. Quand Mamadi Kouane a dit que il dit qu'on est trop petit pour lui, il faut prendre ça comme des propos d'hommes politiques qui se lancent. Quand Badini dit que COSIAM n'est pas un lieu de choses, moi, on dit ça même de Rock. Les gens l'appellent papou, de ceci, ça se dit dans ce pays. Ça, c'est des propos, des pics qu'on se lance. On ne peut pas prendre ça
pour mettre devant, pour dire que... Non, personne ne manque de respect à Idi Kombouigo. Personne. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que Idi Kombouigo ne peut pas être candidat, ça c'est autre chose, c'est leur choix. Mais quand moi je vois tous les arguments qu'on prend pour dire qu'on ne respecte pas Idi, mais personne n'a jamais dit ça. C'est des positions par rapport à leur choix. Voilà. Même KDO, il y a des gens qui disent des choses. Il est vieux, il est ceci, cela. Est-ce que KDO a déjà dit qu'on me traite de vieux? On connaît la connotation qu'il a derrière le mot vieux. Donc les hommes politiques s'échangent des pics, ça ne peut pas faire l'objet de quelque chose pour dire qu'on minimise et dit qu'on... Un mot, Bama, sur les différentes réactions des téléspectateurs. Je n'ai rien à dire sur le CDP, j'ai dit ce que j'avais à dire. Même pas demander l'extradition. Il est plus préoccupé par Blaise Compaoré que par... D'accord. Alors, Évariste non, qu'est-ce qu'il faut dire? On est au thème de l'émission. Non, enfin, on a tout dit, c'est bon. Par exemple, pour ceux qui ont été exclus, effectivement, les décisions peuvent être rapportées, ils peuvent réintégrer le parti. Mais ceux qui ont démissionné d'eux-mêmes, comme Badini ou Kadri Désiré Ouedraogo... Mais est-ce que quand le président Compaoré reçoit tout le monde, est-ce que pour lui, il est question de revenir à une situation hantée où tout le monde, chacun laisse tomber sa position et revienne à la maison? Est-ce que ce n'est pas ça la décision? Est-ce que ce n'est pas cela? Les démissions font suite à un certain nombre de choses. Est-ce que ce n'est pas cela la volonté du président Compaoré? Les démissions font suite à un certain nombre de choses. Les démissions sont liées. Les démissions sont liées à des décisions prises. Non, mais je pose une question. Est-ce que quand on démissionne comme ça, on peut réintégrer facilement un parti politique? Merci beaucoup. La question reste posée et c'est au CDP de trouver une réponse à cela et aussi, bien sûr, à ceux qui sont concernés, donc les sanctionnés et les démissionnaires également. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à ceux qui nous ont suivis. Au Burkina, comme partout ailleurs dans la diaspora, BF1 vous offre donc Presse Éco tous les dimanches. J'étais avec donc Baba Lagui, il est journaliste, il est en chef du Courrier Confidentiel, qui est un bimensuel d'investigation. Merci Baba d'être passé. Évariste Fossin-Concevo, le chroniqueur média, président du SEC d'évêque, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci d'être venu. Et puis Vokuma Joachim, il est journaliste, directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokuma. Et puis enfin, Mamadou Ali Compaoré, journaliste à la RTV Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur de 20h. Merci à vous tous d'avoir été sur ce plateau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.